Salut à tous, bienvenue dans RMC Mercato, la nouvelle émission foot de RMC Sport. Tout comprendre du fonctionnement d'un club, comment construire un effectif, comment réussir son recrutement, sans oublier l'actualité des transferts, c'est la promesse d'RMC Mercato. On est là tous les jeudis en direct à 13h sur la chaîne Twitch RMC Sport, avec vos questions sur le chat et ensuite en replay sur la chaîne YouTube RMC Sport. Pour m'accompagner cette semaine, Rémi Dumont. Salut Rémi. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est mieux, non il est 13h. Ouais, mais on bosse beaucoup sur cette émission. Qu'est-ce que tu fais la nuit, tu m'inquiètes. Donc on pense au football tout le temps, matin, midi et soir. Il y en a peut-être un qui a des nuits qui sont plus courtes que les tiennes, c'est Fabrice Hawkins qui est avec nous aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut les gars. Tout va bien ? Ouais, tout va bien, c'est plaisir d'être avec vous. Plaisir partager notre Monsieur Mercato. Tes nuits sont bonnes, ça va ? Le téléphone sonne beaucoup ? Ça va. Pour l'instant, ça va. Ça peut s'accélérer à tout moment, mais pour l'instant, ça va. Bon, parfait. Notre invité aujourd'hui est un recruteur qui a bourlingué en Europe, de Liverpool à Valence, en passant par Saint-Etienne, Tottenham, Villarreal et aujourd'hui une agence de joueurs. Il a contribué à recruter Jules Koundé, Jordan Henderson, Luis Suarez, Alphonse Areola ou encore Cédric Bakambu. Antonio Salamanca est dans RMC Mercato. Salut Antonio. Salut les gars. Alors tu vas prendre ton micro, s'il te plaît, le rapprocher de toi. Allez, et si tu peux bien parler dedans. On va faire comme tu le dis, il n'y a aucun problème. Parfait. Tout va bien Antonio ? Tout va bien. Tu nous arrives d'Espagne, c'est ça où tu J'arrive habites ? d'Espagne, j'étais à Auxerre vendredi, j'étais à Reims samedi. Hop. On en reparlera tout à l'heure. Tu habites en Espagne, c'est tout ce qu'on voulait savoir pour le moment. Tout à fait. Très bien. On va décortiquer ta carrière, ton quotidien, ton métier de recruteur. Mais tout de suite, place à l'actu du mercato hivernal, évidemment. Il a commencé depuis plusieurs jours. Et Fabrice, on va commencer par le club où il se passe des choses assez énormes. C'est le Paris Saint-Germain. On attend tous de savoir quand Kvaratskhelia va signer officiellement. Alors, a priori, pour la signature, ce sera a priori demain. Pour son arrivée à Paris, puisque c'était un petit peu la question depuis qu'on a annoncé sur RMC qu'il y avait un accord total entre les deux clubs. Pour son arrivée, ça devrait être ce soir. On s'impatiente un petit peu de chaque côté, surtout du côté du Paris Saint-Germain, puisqu'on veut le voir arriver. Les négos n'ont pas été faciles, elles ont même été très longues, puisque ça fait déjà depuis presque 8-9 mois que ça discute entre les deux directions sportives, entre les deux présidents pour savoir si Visca Kvaratskhelia peut arriver. Donc ils se sont mis d'accord. Il doit prendre son avion pour arriver à Paris ce soir. Visite médicale a priori demain matin pour une officialisation entre vendredi et samedi. Montant du transfert ? Autour de 70 millions d'euros avec les bonus. Alors vous savez, et Antonio le sait, pour les chiffres, généralement, il y a un club qui dit A, l'autre qui dit B. Rarement, on a le même chiffre de la part des deux côtés. Forcément, il y en a un qui veut le faire baisser et l'autre qui va un petit peu l'augmenter. Mais ça va se jouer autour de 70 millions d'euros avec des bonus. Rémi, ça vaut quoi cette saison Kvaratskhelia ? Ça vaut moins que ce que ça a pu valoir par le passé, notamment lors de sa grande saison quand le Napoli avait été champion, non ? Ouais, c'est ça, parce que quand il est arrivé au Napoli, donc c'est il y a 2 ans maintenant, il avait réussi à faire gagner le premier titre de champion depuis des années au club italien. Il a 23 ans, il avait signé en 2022 un contrat jusqu'en 2027. Il arrivait du Dynamo Batumi pour 13 millions d'euros. Donc Fabrice, si je m'appuie sur tes chiffres, ça fait une belle plus-value pour Naples, forcément au niveau du prix de revente. Ça se vendre, ça, on peut pas leur enlever. Et voilà, on vous montre en statistiques parce qu'on s'amusait à faire la comparaison. Normalement, Fabrice, dis-moi si je me trompe, mais il devrait jouer côté gauche, donc couloir gauche. Oui, avec Luis Enrique, il va jouer partout, mais oui, son poste de prédilection, c'est à gauche. Peut-être même latéral gauche un jour, on sait jamais. Mais en termes de taux de but converti, alors on voit que c'est Bradley Barcola, le Français, qui a la main mise là-dessus avec 18 buts, enfin 18 tirs convertis, on va dire en gros, entre guillemets. Mais c'est surtout, on voulait vous montrer le pourcentage de dribbles réussis sur 90 minutes. Il y en a 53% pour Kvaratskhelia, c'est la même chose que Désiré Doué. Par contre, c'est là où bas blesse pour Barcola, c'est que c'est beaucoup moins, c'est 36%. Et on parle aussi des centres réussis. Et là, il n'y a pas photo. C'est Kvaratskhelia qui est leader là-dessus avec 49% contre 32 pour Doué et 26 pour Barcola. On voulait vous parler des centres réussis parce que il y aura un attaquant en numéro 9 à fournir en termes de ballon, c'est Gonzalo Ramos, forcément. Enfin, il ne sera pas là forcément à tous les matchs. Tu se connais Luis Enrique, il ne joue pas à tous les matchs, Gonzalo Ramos. Il devrait plus être là non plus bientôt. C'est Randal Colomwani. Fabrice. La stat, elle est intéressante, et notamment sur le pourcentage de dribbles réussis. Elle dit beaucoup aussi de ce que va apporter Kvaratskhelia. On l'a vu le match hier contre Spali. C'est parfois un petit peu compliqué quand Ousmane Dembélé n'est pas là, même si Bradley Barcola et Désiré Doué, qui vont encore grandir, sont vraiment de très très bons joueurs. Mais Kvaratskhelia va apporter justement dans cette capacité à déstabiliser les défenses, à pouvoir créer du danger, à pouvoir créer de l'incertitude également. Et c'est là aussi où il est attendu Kvaratskhelia. Alors dans un premier temps, pas en Ligue des Champions, puisqu'il ne pourra pas jouer contre Manchester City et contre Stuttgart. Mais s'il le qualifie, on le souhaite tous, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est vraiment là où il va être attendu. Antonio,
ton regard sur l'arrivée de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est plutôt un bon mouvement pour le club de la capitale ? On va le voir avec le temps. En fait, c'est très bien d'avoir des statistiques comme on a là et qu'on a pu comparer. Il faut être aussi un petit peu plus lucide et comparer les joueurs par rapport aux championnats dans lesquels ils vont évoluer. On est en train de comparer un joueur qui était en Serie A, donc avec des systèmes de jeu qui sont complètement différents aux jeux français, et là on va l'avoir en Ligue 1. Donc à voir, la qualité du joueur en elle-même, personne ne va la discuter puisqu'elle est très très bonne, hein, ok, même si on est également lucide, nous, au niveau d'interprétation de ces statistiques, il n'y a vraiment qu'une seule saison où il a été performant. Donc on est un petit peu sur notre fin, on va voir ce que ça va donner ici. Je pense que c'est un joueur qui est demandé par Luis Enrique, donc que Luis Enrique va l'adapter réellement à ce qu'il a vraiment envie de exactement, et ce qu'il recherche aujourd'hui. Et on va voir si ça va apporter cette vitesse, ces centres comme le veut le coach. Et les résultats que ça donnera. Il peut jouer devant Kvaratskhelia. Moi, la question que je me pose, Antonio, et tu vas comprendre, c'est aujourd'hui il y a Bradley Barcola, il y a aussi Désiré Doué, et je sais que la direction sportive et le coach notamment ne voulaient pas forcément un numéro 9, mais voulaient quelqu'un dans le couloir gauche. Ils ont perdu, et là, on le disait tout à l'heure, Ornal Colomwani, je vous le dis, est en Italie actuellement, il va passer sa visite médicale et signer à la Juve en prêt, donc il ne sera pas là. Ma question c'est la suivante, sachant qu'il y a quand même 3 joueurs maintenant à gauche et qu'il n'y a plus que Gonzalo Ramos en pointe, est-ce qu'on peut imaginer justement que Kvaratskhelia joue en pointe ? On peut l'imaginer, de la même façon qu'il y a des joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain et qu'on n'a jamais vu, on avait très peu vu dans l'axe ou de façon épisodique, et qu'on a retrouvé Dembélé. Si on part il y a un an en arrière et on dit qu'il va jouer dans l'axe, vous m'auriez tous dit non, c'est pas possible. Ou même Asensio, même s'il l'avait déjà fait, ou même Canguilly, ou d'autres joueurs comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a en tête avec un joueur comme celui-ci, c'est que Luis Enrique va l'adapter en fonction de l'adversaire et en fonction des matchs qui vont être amenés à jouer. On va aller en Italie tout de suite parce que Massimo Franchi est avec nous depuis Turin. Il est reporter pour Tutto Sport. Évidemment, c'est le journal de référence sur le foot à Turin. Bonjour Massimo, merci d'être avec nous dans RMC Mercato. Qu'est-ce que tu penses de ce départ de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain ? Il va laisser un grand vide en Serie A ? Alors, bonjour à tout le monde. Je m'excuse parce que je n'ai pas étudié le français, mais je peux comprendre. Je parle franco-piémontaise. Vous savez qu'ici, le patois, c'est 80% français. Nous disons madame, et nous ne disons pas signora, nous disons monsieur, et nous ne disons pas signore. Et alors, c'est pour ça que je peux comprendre. Mais je m'excuse. Alors, oui, Napoli, il est resté vide. Conte, il a dit, j'ai perdu 6 mois de ma vie, il a fait l'acteur dramatique, non? 6 mois de ma vie pour convaincre Quara à rester ici, mais rien à faire. Il est arrivé à Paris Saint-Germain avec une super offre. Je comprends le footballeur, il va gagner 5 fois plus. Paris, c'est la grande ville. Paris Saint-Germain, c'est une des clubs plus grands du monde. Il n'a pas encore gagné la Champions. Real Madrid 15, mais il va arriver, il va gagner quelque chose. Manchester City aussi, il a fait la première avec le Sheikh d'Abu Dhabi, et je suis sûr qu'Al Khalifi, il va gagner, sinon cette saison, la prochaine. Et Kvaratskhelia, c'est un joueur spécial. C'est pas pour une blague ou pour rigoler qu'il était surnommé de la presse italienne et aussi du fan de Napoli Quaradona. Et Quaradona, il veut dire beaucoup, parce que c'est pas normal. Jamais quelqu'un in Italie, il était comparé à Diego Maradona. Jamais, et surtout à Napoli. Mais si les fans de Napoli et les médias on a dit Quaradona, c'est la vérité. Mais attention, Quaradona, les premières années. Après, les défenseurs italiens, il a compris un peu plus comme il joue. Et alors, la deuxième saison, il n'était pas la même que la première. Pas plus une surprise, non? Une grande surprise, mais il reste un magnifique joueur, le plus grand joueur de l'histoire du football géorgien. Comme je peux dire, il n'est pas bien sûr il est un gaucher, mais il n'est pas Vinicius Junior. Il n'a pas la vitesse, il n'est pas une flèche comme Vinicius. Il n'est pas comme Kylian Mbappé aussi, qui part avec le turbo.
Et aussi comme les joueurs actuels, aussi Cristiano Ronaldo, il a déjà 40, non, il voyage vers les 40 dans 2-3 semaines. 5 de février, il fait 40. Mais il est un joueur comme ondulant, dribbling ondulant. Alors, il me ressemble notre sportif, pas un footballeur, un grand skiman Alberto Tomba, qui a gagné la Coupe du Monde. Ah, évidemment, la légende, la bomba. Tac, 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 comme ça. Et les joueurs, adieu, parce qu'il fait des dribblings spéciaux. Massimo, tu restes avec nous, Massimo. Tu restes avec nous. On va parler de Randal Colomoni dans un instant. Fabrice, il est en train de pianoter sur son téléphone parce que l'actu du mercato, ça se joue en direct, évidemment. Fabrice, ouais, peut-être une belle info d'ailleurs à venir. Ah bah très bien. J'attends encore un petit peu pour être sûr. Alors Randal d'abord. Oui, Randal Colomoni, justement, on en parlait. Il est actuellement en train de terminer sa visite médicale à Turin. Il est arrivé hier soir. Signature en prêt sec, prépayant. Alors les chiffres n'ont pas filtré, mais c'est un prépayant. Ça c'est important parce que si c'est simplement un prêt sec et qu'il revient au Paris Saint-Germain dans 6 mois, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le Paris Saint-Germain. Donc ils ont quand même réussi à obtenir un petit peu d'argent et surtout à ce que la Juventus prenne en charge l'intégralité du salaire de Randal Colomoni sur ces 6 mois. Donc visite médicale qui est en train de se terminer, signature dans la foulée, et puis pour la petite anecdote, il portera le numéro 20 avec ce maillot de la Juventus. Porté par un ancien Français avant lui, Pierre Kaloulou. Voilà pour une info qui sert à rien. Voilà. Non mais si, Au niveau des statistiques, on a comparé Randal Colomoni à Dusan Vlahovic, qui est le numéro 9 à la Juve. On n'a pas comparé avec Milik, qui est blessé depuis quasiment le début de saison et depuis plusieurs mois maintenant. Et on voulait vous montrer. Regardez en termes de minutes jouées, il y en a 1873 pour Vlahovic. C'est 12 buts marqués. En revanche, il y en a 453 cette saison pour Colomoni et 6 buts inscrits. Donc c'est la moitié, mais en 3 fois moins de temps de jeu quasiment. Même beaucoup plus. Il y a 53% de tirs cadrés pour Randal Colomoni contre 38 pour Vlahovic, donc ce qui indique un but toutes les 75 minutes pour le Français contre 156 minutes pour l'attaquant de la Juventus, Vlahovic. Juste pour vous dire, voilà, à titre de comparaison, on comprend aussi pourquoi Randal Colomoni va à la Juve, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de possibilités par rapport aux autres concurrents que tu avais pu évoquer dans différentes informations sur le site de rmcsport.fr, Fabrice. Voilà, il aura à batailler avec un seul et non pas vraiment 2 ou plusieurs concurrents cette saison, Randal Colomoni. Ouais, Thiago Motta, on peut le dire, hein, c'est l'ancien Parisien Thiago Motta qui l'a convaincu, qui a aussi convaincu Nasser Al-Khelaifi de le laisser partir en prêt sec, parce que à la base, l'idée de la direction sportive et du président du Paris Saint-Germain, c'était un prêt avec option d'achat obligatoire ou une vente, mais sachant qu'il a coûté 90 millions d'euros et qu'il voulait plus ou moins retomber sur leurs pattes, on savait très bien que ça allait pas se jouer comme ça sur une vente. Donc Thiago Motta, il a été clé dans ce dossier. Il y avait Tottenham, il y avait également Manchester United et le Milan AC qui avaient pris des renseignements, et là où il était important, c'est de convaincre justement le président sur le montage financier et le joueur sur l'apport qu'il allait avoir dans son équipe et sur la manière dont il allait l'utiliser. Il l'a convaincu vraiment que sur ces 6 mois-là, il allait être en capacité de le relancer. C'est surtout ça. C'est surtout ce que tu viens de dire, Fabrice, qui est très important. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. C'est un garçon qui est en manque de confiance, quoi qu'on en dise. Et automatiquement, lorsque tu vas avoir un coach qui va te dire « j'ai besoin de toi, tu vas jouer, tu vas être important », je pense que c'est ça qui est l'élément qui va déclencher le reste. 4-2-3-1, le système de la Juve. 4-3-3 pour Paris, donc il va passer d'un système à l'autre, mais il le joue aussi en équipe de France. On va poser la question à Massimo Franchi, qui est donc à Turin, notre invité journaliste pour Tutto Sport. Massimo, il va jouer où, Randal Colomoni? Que compte faire de lui Thiago Motta? Mais c'est un joueur très important pour la Juve. C'est très simple, parce que le directeur sportif, exactement c'est le directeur technique de la Juve, Cristiano Giuntoli, il a fait une erreur incroyable, parce que la Juve il joue Champions League, Coupe d'Italie et le championnat italien. Non? Et aussi la Super Coupe qui a perdu mal à Jeddah, non? En Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Giuntoli? Il s'est oublié incroyablement d'acheter des attaquants. Il a pris que des défenseurs et milieu de terrain. Parce que, comme tu as dit, Milik, c'est en dehors. Je ne sais pas s'il va rentrer à février, mais il a un gros problème au genou. Chiesa, il était vendu à Liverpool, et Ken, il était vendu à la Fiorentina. Ils sont restés qu'avec Vlahovic. Mais c'est la Juve ou la Avellino ou Cremonese? C'est la Juventus qui joue Champions League avec seulement un joueur attaquant. Giuntoli, il est fou. Vraiment, il a fait quelque chose de fou. Tous les fans fâchés, il a dit l'attaquant, le supplant. Quand il arrive, Colomoni, alors
quelque chose de mieux, mais seulement pour la même chose, c'est le deuxième attaquant. L'Inter, il a 4 ou 5. Oui, Milan aussi. Taremi, Lautaro, Marcus Thuram, Arnautovic, il y en a beaucoup effectivement à l'Inter. Massimo, parle-nous du contexte dans lequel va arriver Randal Kolo Muani. À quoi doit-il s'attendre? Ce qui est bien pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de Français dans l'effectif, Khéphren Thuram, Pierre Kaloulou, et dans le staff également de Thiago Motta, son entraîneur adjoint, son entraîneur des gardiens, et puis lui-même évidemment parle très bien français. Et les assistantes, oui. Et aussi Thiago Motta, il parle très bien français parce qu'il a joué à Paris Saint-Germain. Alors, il arrive dans un endroit facile, mais surtout la ville de Touraine, c'est bon pour lui. Mais pas parce que moi, je suis tourinois. Mais vraiment, je vous conte une histoire qu'il m'a dit Michel Platini. Quand il est arrivé à Touraine, vous savez qu'il autant quelques problèmes personnels de lui. Je ne veux pas dire, mais c'est une chose vieille, vous savez mieux que moi. Et il est arrivé à Touraine et il m'a dit personnellement, j'ai trouvé un petit Paris. Je dis, mais vraiment, mais Paris, la ville lumière, c'est seulement Touraine. Non. Il m'a dit, parce que Touraine, c'est une ville avec les fans de la Juve, surtout, ils sont très, avec beaucoup d'éducation, ils ne font pas de pression. Et les arcades comme à Paris, la Mole Antonelliana comme la Tour Eiffel, le fleuve Po comme le fleuve Seine, beaucoup de choses ensemble, les langues aussi, les patois ensemble, le café style Belle Époque comme à Paris. Je me suis senti bien comme être en France. Alors il vient de Paris et il vient jouer dans le petit Paris italien. Bon, donc a priori ça devrait bien se passer pour Randal Kolo Muani. C'est vrai que c'est une très jolie ville, on conseille Turin, qui est trop décriée d'ailleurs, tout le monde dit oui, Rome bien sûr, Rome, Florence évidemment sont les deux plus belles villes peut-être en Italie, Milan aussi, mais Turin il y a beaucoup de charme évidemment. Merci beaucoup Massimo d'avoir été dans RMC Mercato et on suivra évidemment avec... Tu as utilisé la parole juste. Charme, c'est une ville charmante. Parfait, merci beaucoup, à bientôt sur RMC. Merci Massimo Franchi. Voilà pour Kolo Muani à la Juve. On a fait le tour, Rémi, au niveau des stats pour Randal. Oui, pour Randal Kolo Muani, juste rappeler cette saison qu'il en est exactement à 27 sélections, 8 buts avec l'équipe de France, mais surtout 14 matchs cette saison, 2 buts et une seule passe décisive. Mais bon, avec un temps de jeu réduit. Donc Kolo Muani à la Juve, Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Ça bougera aussi ailleurs au Paris Saint-Germain, Fabrice, ou pas? Oui, sans doute un défenseur. On est en train de travailler du côté de la direction sportive pour sortir Milan Skriniar. Ça fait un moment maintenant qu'ils veulent le sortir. Il y a des contacts en Turquie notamment, en Italie aussi. Et ils ont bon espoir de trouver une porte de sortie pour Milan Skriniar. Ensuite, l'idée, c'est d'accueillir un défenseur central axe droit qui, le profil, c'est plutôt jeune, qui viendrait en complément de Marquinhos, faire grandir comme ça un jeune défenseur qui apprendrait avec Marquinhos en modèle, en élève, en professeur. Hier soir, on a pu voir d'ailleurs sur la pelouse de Clermont face à Espali lors de la qualification parisienne, un petit jeune tapé, c'est ça? Ouais, exactement, Axel Tapp, qui, dans une situation d'ailleurs contractuelle un peu particulière parce que ce jeune garçon de 17 ans n'a pas encore signé son premier contrat pro. Je crois pas qu'il y ait de discussion, je suis même assez sûr de moi, il n'y a pas de discussion actuellement pour ça. Donc bon, l'exposer comme ça, alors qu'il n'a pas encore joué, il y a eu des précédents un peu dommageables pour le Paris Saint-Germain. Hier, s'il fait un très gros match, vous savez comment ça se passe. À 17 ans, s'il sort un gros match, même contre Espali, les téléphones auraient pu chauffer du côté des agents. Et derrière, c'est un petit peu compliqué pour le club de le retenir. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est une marque de confiance de la part de Luis Enrique de le faire jouer. Mais à un moment donné, il faut aussi contractualiser tout ça. Tu voulais rajouter quelque chose? Ça me fait rappeler ce que tu dis, le Tanguy Kouassi en fait à Paris quand il avait joué en Ligue des Champions avant de signer. Exactement. Et voilà. Après, il était parti au Bayern Munich. Ensuite, il a fait différents clubs. Et je crois qu'il est maintenant à Séville. Ouais, exact. Autre club où ça bouge évidemment et on en parle parce que c'est un club mythique en France, c'est l'Olympique de Marseille. On sait que Luis Felipe Ramos est arrivé, donc le défenseur italien qui est arrivé d'Arabie Saoudite. Est-ce que ça pourrait bouger sur le front de l'attaque marseillaise, Fabrice? Oui, ça discute. Enfin,
la décision n'est pas encore prise, parce que on parle de Eli Wahi, évidemment, qui est un petit peu en délicatesse à Marseille. C'est vrai qu'il n'arrive pas encore à donner la pleine mesure de son talent. Et il y a un club qui a toqué à la porte, effectivement, c'est West Ham. Pas encore d'offres concrètes de la part de West Ham à l'Olympique de Marseille. Et on est en train un petit peu de discuter pour savoir un peu ce qui va advenir de l'avenir de Eli Wahi. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de décision de prise. Ça vaut quoi, Eli Wahi? Le problème, c'est que cette saison, on va dire que c'est pas forcément évident, parce qu'il faut rappeler quand même qu'à la base, c'était la pépite de Montpellier il y a 2 ans, maintenant, il y a 2 saisons. Il a été transféré à Lens la saison dernière et cet été à Marseille. Et on voulait vous montrer ses statistiques en termes de buts et passes D et de nombre de matchs. Wahi version Montpellier, donc 2022-2023, c'est 33 matchs, c'est 19 buts. 19 buts, voilà. Et 6 passes décisives. Et 6 passes décisives. Ouais, non, c'est pas ça? Non, si, c'est ça. C'est juste que je suis en train de regarder plutôt à l'envers. Wahi à Lens, c'est 37 matchs, c'est 12 buts et 4 passes décisives. Et là, la demi-saison avec Marseille, c'est 14 matchs, 3 buts, dont le dernier face au Havre. Et une passe décisive, il est sous contrat avec l'OM jusqu'en, je cherche dans mes notes, jusqu'en juin 2029. Il est arrivé pour 25 millions d'euros. Donc, s'il part, forcément Marseille cherchera à récupérer la somme qu'il a dépensée en l'achetant à Lens. Ça a été évidemment un gros investissement de l'été. C'est ça qui paraît bizarre, Fabrice, c'est de se dire qu'au bout de 6 mois, alors que l'OM a fait le forcing pour le sortir de Lens, où il avait un gros contrat, où Lens avait déjà investi beaucoup d'argent sur lui, ce serait bizarre quand même au bout de 5 mois de se dire allez, ça fait pas l'affaire, Mopé lui est passé devant, allez... Ouais, sauf si tu as vraiment une offre équivalente, c'est ça, non? Effectivement, je pense qu'ils n'auront pas trop de mal à avoir une offre intéressante. Après, il faudra voir la formule, c'est un transfert, c'est prêt avec option d'achat, pardon. D'ailleurs, à l'instant, on me dit qu'il y a des intérêts anglais et allemands. J'avais parlé de West Ham, il y a des intérêts allemands aussi, donc ça pourrait bouger pour Eli Wahi. Après, il arrive dans une situation aussi, Antonio le sait, à Marseille, il y a toujours un contexte qui est très particulier, il faut être performant tout de suite. Ça n'a pas été le cas pour lui. Mopé, lui, a réussi à être très bon directement. Donc, comme tu le disais, lui est passé devant. Donc, aujourd'hui, Eli Wahi est dans une situation où soit il est très bon et il peut renverser la vapeur sur 1 ou 2 matchs, ou alors, effectivement, on va lui chercher une porte de sortie pour amener quelqu'un d'autre. Et Marseille va, et de par ce qui peut se passer la saison prochaine avec une Ligue des Champions et cette compétition à jouer, je pense qu'ils vont s'appuyer sur un profil peut-être un petit peu plus expérimenté. Antonio, tu veux dire un petit mot sur Eli Wahi? Parle bien dans ton micro, s'il te plaît, Antonio. Je dis juste, j'ai écouté ce que disait Fabrice, c'est un contexte très particulier, Marseille. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a coûté une certaine somme qui est quand même importante, et donc il y a un besoin de rendement imminent. Et il faut faire affaire à une pression énorme médiatique qui est là, tout le monde te scrute parce qu'ils attendent justement que tu sois ce joueur-là, et des fois la confiance elle n'est pas tout de suite là, le rendement n'est pas tout de suite là, et peut-être que des fois il est préférable de partir pendant 6 mois à l'extérieur, je dirais dans un autre pays, se refaire une santé, je dirais, montrer qu'on n'a pas du tout perdu, parce que c'est son cas, il n'a pas du tout perdu ses qualités, et revenir peut-être beaucoup plus fort et attaquer de nouveau la saison de l'année prochaine sous d'autres cieux, je dirais d'une meilleure façon, quoi. Parce que c'est pas un joueur qui a perdu son football en arrivant à Marseille. On est quand même pas dingue. Et lorsqu'il était à Montpellier, c'était un joueur qui avait un certain niveau. Simplement, je pense que quand on passe de Lens à Marseille, eh bien, ça y est, on est vraiment, vraiment, vraiment là sur le devant de la scène, et on a un besoin urgent d'être bon, quoi. Le chat, n'hésitez pas, vos questions sur le chat. Allez-vous parler de la SSE, nous demande Jérémy Geek. On en parlera tout à l'heure avec toi parce que ça fait partie de ton parcours, Antonio. Mais est-ce que tu as des infos sur Saint-Etienne, tiens, Fabrice, est-ce que ça va bouger? Au milieu, il regarde. Je sais que sur un profil, malheureusement, je peux pas en parler. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de regarder un petit peu ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent améliorer au milieu. C'est un petit peu compliqué pour la SS. On sait qu'ils n'ont pas non plus un budget illimité. Donc on essaye de faire des coups. S'il y a une possibilité, en tout cas, de faire venir quelqu'un, ils vont le faire. Mouton a été impressionnant au Parc des Princes dimanche soir avec son bel externe là, sur l'occasion en début de rencontre de Davitashvili. Et on n'oublie pas également que c'est un club qui a changé d'entraîneur avec Erik Horneland, l'ancien entraîneur de Brandbergen en Norvège, qui est arrivé sur le banc et qui a secoué tout le monde là-bas. Bonjour la team, mais c'est le jumeau de Daniel. Tu serais le jumeau de Daniel Riolo peut-être, Antonio. Et pourquoi pas? Il y a peut-être un truc, hein, c'est vrai. Et bon.
C'est un beau compliment. Et Daniel n'a pas les cheveux blancs. Hein. Ah, ça commence. Jérôme nous demande du neuf pour Kuzanov à City. Kuzanov à City, tout le monde est d'accord. C'est un petit peu comme pour Gvara, c'est-à-dire que ça prend du temps, le temps d'échanger les documents, etc., de se mettre d'accord sur les derniers détails. Mais pour tout le monde, c'est OK, il va y aller. Il manque plus que le feu vert de Lens, dire c'est bon, on a paraphé, on a revu tous les documents, tout est OK, tu peux y aller. Et ce sera bien autour de 50 millions d'euros, pas autour d'ailleurs, 50 millions d'euros, mais bonus compris. Pourquoi Antonio ne parle pas du SB29, nous demande Roinou29. On en reparlera peut-être tout à l'heure du Stade brestois qui fait du très bon travail avec un excellent manager et qui s'est qualifié hier en Coupe de France. Ça va bouger à Brest, Fabrice ? Alors à Brest, là c'est pareil, ils tentent de faire des coups, mais encore une fois avec les moyens et le budget. Donc ce qu'on m'a dit du côté brestois, c'est s'il y a des opportunités à saisir, on ira, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Un gros dossier également dont on a parlé beaucoup ces derniers jours, c'était un possible ou impossible échange entre Matistel et Christopher Nkunku. On en est où là, Fabrice ? Alors ça continue à négocier, à discuter. C'est un dossier quand même assez particulier parce que au Bayern on n'est pas tous d'accord. Il y a deux écoles, il y a Max Eberl qui est le directeur sportif et il y a Christopher Freund qui est le directeur technique et on n'a pas on va l'écouter justement, Christopher Freund qui en parlait en conférence de presse donc de Matistel. Est-ce que c'est possible un échange avec Christopher Nkunku? Spieler von uns, ein sehr wichtiger von uns und wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder Gespräche geführt. Wir sind wirklich im guten Austausch mit Matis, weil er einfach ein großes Talent ist, für uns ein wichtiger Spieler ist und einfach eine wichtige Rolle auch in Zukunft einnehmen soll. Und darum haben wir schon vor Weihnachten Gespräche geführt, Winnie, Max und ich gemeinsam mit dem Spieler, mit dem Berater. Wir haben auch jetzt immer wieder Gespräche geführt und das klare Ziel ist es von uns allen Beteiligten, dass Matis bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran, Matis glaubt daran und darum ist es aktuell für uns auch kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen. Das ist unser klarer Plan, dass wir mit Matis das durchziehen beim FC Bayern München und dass er es hier auch schaffen soll und kann. Und davon sind wir überzeugt, dann auch Matis. Und dann werden wir auch nicht viel machen in unserem Kader, weil wir sehr, sehr gut aufgestellt sind. Nein, wenn es so ist, dass wir eben so weiter in die Saison gehen und das ist unser Plan, dann ist es kein Thema, dass wir auch in der Offensive wen dazuholen, weil wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Qualitativ wie von der Anzahl. La réalité est donc peut-être plus nuancée, Fabrice ? Oui, parce que là, on vient de l'entendre. Pour lui, il va pas partir, il compte sur lui, il a une discussion, et c'est vrai, avec Vincent Kompany, et il lui a fait part de son envie de le voir rester. Il a joué hier d'ailleurs contre Offenheim, belle passe décisive. Dans l'esprit de Christopher Freund, c'est clair, il va rester. Sauf que le problème, c'est que son directeur sportif, Max Eberl, dit pas tout à fait la même chose, négocie pour essayer de récupérer Christopher Nkunku, et dans ses discussions avec les dirigeants de Chelsea, dit, nous, on peut vous donner en échange Matistel. Donc en fait, c'est presque quelque chose qu'il faut régler au sein de la direction bavaroise, qu'ils aient tous le même discours pour qu'on puisse y voir plus clair. Après oui, c'est vrai, lui Christopher Nkunku, si on lui propose un projet intéressant au Bayern Munich, sachant le temps de jeu qu'il a, ou plutôt qu'il n'a pas à Chelsea, lui peut être ouvert, mais encore une fois, il faut que tout ce monde-là trouve un terrain d'entente et puisse avoir un discours cohérent. Un petit mot peut-être sur Matistel et Christopher Nkunku. Qu'est-ce que tu as compilé ? Christopher Nkunku, il est sous contrat jusqu'en juin 2029. Il arrive à Chelsea pour 60 millions d'euros. Matistel, lui, a prolongé en mars 2024 jusqu'au 30 juin 2029. Cette saison, Christopher Nkunku, c'est 28 matchs, 13 buts et 4 passes décisives. Pour Matistel, cette saison, c'est 13 matchs et une seule petite passe décisive, comme tu l'as dit hier contre Offenheim. Ils auraient intérêt à changer de club, selon toi, Antonio, les deux, là, Christopher Nkunku et Matistel ? Bon, concernant Mathis, je connais très bien la personne qui gère sa carrière et qui le fait très très bien. Donc je pense qu'il a dû lui donner les conseils qui correspondent au moment où on est en train de parler. Moi, je dirais, de l'extérieur, je pense qu'il serait préférable pour lui peut-être de rester au Bayern. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un environnement qu'il connaît. C'est dans un environnement dans lequel il est en train de grandir correctement.
Il a du temps de jeu, peut-être pas autant qu'il le souhaiterait, mais il a du temps de jeu. Mais on est en train de parler du Bayern de Munich quand même. Hein. Et puis à Chelsea, ce ne sera pas forcément mieux, hein, vu tous les ailiers qu'il y a. Exactement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si de l'extérieur, hein, je me répète, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de rester là où il est. Et puis on parle aussi de Chelsea, mais il y a plein d'autres clubs qui sont sur Mathys Tel. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Bayern lui dit, ce qui n'est pas la tendance vu les propos du directeur technique qu'on a entendu, mais s'il lui montre la porte, il n'y a pas seulement Chelsea, il y a plein d'autres clubs qui aujourd'hui aimeraient accueillir Mathys Tel. Complètement. Autre dossier intéressant sur le chat, on nous demande Ikoné et le PFC, est-ce que c'est sérieux? Oui. Jonathan Ikoné, donc le joueur de la Fiorentina. L'intérêt est réel. L'intérêt est réel de la part du Paris FC. Maintenant, les dirigeants doivent aussi peser le pour et le contre, c'est-à-dire qu'il a un gros salaire quand même. Ikoné, on l'oublie, mais c'est un international français, 4 sélections il me semble, si je ne me trompe pas. Donc ramener un joueur comme ça, de ce calibre-là, dans le vestiaire, avec le salaire et le statut qu'il va avoir, il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées pour pouvoir le faire. Après moi, de ce que je sais, lui, Ikoné, il n'est pas contre. Donc, et Lens, on nous parle de Lens aussi? J'ai pas entendu. Ou de Lens. Maxwell Cornet à Lens? Maxwell Cornet, j'ai pas entendu. Honnêtement, j'ai pas entendu. Et Jonathan Ikoné est né en région parisienne. Ça peut jouer aussi. Bien sûr. Bien sûr. Il est de Bondy, lui aussi, comme un certain Kylian Mbappé et un William Saliba, exactement. Une autre question, une question de Yemex78. Le cas de l'OL, ça donne quoi? L'OL qui a déjà laissé partir, on le sait, Maxence Cacré, Aldrielson est parti à Anderlecht, Thiago Almada est arrivé. Est-ce que ça va encore bouger? Je pense que oui. On vous le révélait sur RMC. Dans le cas où Everton fait une bonne proposition à Lyon pour Ernest Nuama, il y a possibilité que ce joueur-là, effectivement, aille à Everton. Je crois savoir que les négos avancent, qu'il y a une offre là qui va partir. Donc oui, c'est une vraie possibilité. Et c'est peut-être le prochain mouvement d'ailleurs que Ernest Nuama soit aille à Everton. Un autre transfert qui sera peut-être important dans ces prochaines semaines, c'est celui de Neymar. On en parlait la semaine dernière avec Jérôme Méry, notre invité. Vous le savez, il est intermédiaire entre la MLS et l'Europe, et notamment la Ligue 1, mais également avec d'autres championnats. Rappelez-vous de ce qu'il nous disait, Jérôme, concernant une possible arrivée de Neymar. Joueur que tu rêves de placer en MLS. Neymar. Voilà, c'était donc évidemment l'un de ses souhaits les plus forts, évidemment. On va l'appeler, Jérôme. Hein? On va l'appeler, On va l'appeler pour savoir où ça en est. A priori, il y a Chicago, il y a 3 clubs, je crois, de L'Inter MLS qui Miami. sont intéressés. Ouais, mais l'Inter, a priori, ils n'ont pas les moyens. Oui, exactement, parce qu'il y a une règle et on peut pas faire n'importe quoi. En fait, il y a un certain nombre de joueurs avec des salaires importants qui peuvent jouer dans chaque franchise. Et c'est vrai que l'Inter Miami, ayant déjà Suarez, Busquets et Lionel Messi, ce sera compliqué, mais il y a un vrai intérêt, en tout cas de la part de la MLS, même au-delà du fait qu'il aille dans une franchise ou une autre. C'est vraiment l'avoir aux États-Unis, ce serait magnifique en termes d'exposition. Et de l'autre côté, du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite, il n'a pas beaucoup joué, pour pas dire il n'a quasiment pas joué en fait. Et on est assez déçu de l'opération et on se verrait bien effectivement le laisser partir. D'autres petites questions sur le chat. Tu es très sollicité, Fabrice. Est-ce que tu as des infos sur le mercato rennais d'abord? Mercato Rennais, il n'y a rien qui me vienne à l'esprit sur le Mercato Rennais. C'est qu'on Par qu'on n'est pas tout à fait. arrivés. Oui, exactement, ça on l'avait révélé en plus, Brice Samba. Après, sur le Mercato Rennais, oui, il faut que tout le monde se mette d'accord là aussi. Entre Frédéric Massara, Arnaud Georges Pouille. Sampaoli, on n'a pas toujours les mêmes réseaux, on n'a pas toujours les mêmes volontés au niveau des joueurs. Donc, déjà, il faut qu'il y ait un alignement à ce niveau-là et ensuite on pourra avancer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie ambition. Par contre, il y a une vraie ambition. Je parle en réfléchissant en même temps, mais c'est vrai qu'Arnaud Kalimundo, par exemple, on parle beaucoup du départ prochain de Omar Marmouche à Manchester City. D'ailleurs, là aussi, les choses sont en train de se préciser. Francfort voulait, par exemple, Arnaud Kalimundo, et que ce soit le coach ou la direction, ils l'ont convaincu de rester dans ce projet. Donc, ils sont attaqués aussi sur un certain nombre de joueurs, le Stade Rennais. Des infos, des arrivées prévues à Lens, nous demande Jérôme. Lens, il faut voir Lens, il faut aussi dégraisser. Il y a un certain nombre de joueurs qui étaient annoncés sur le départ. Je pense notamment à Nampalys Mendy qui ne joue pas énormément. Il y a également Andy Diouf qui avait aussi des intérêts. Donc je pense qu'il faut voir aussi au niveau des départs pour voir ensuite éventuellement qui peuvent faire venir les Lensois, sachant qu'il faut aussi bien continuer à se renforcer. Kutsanov va partir, on le disait, à Manchester City. Ils sont attaqués aussi beaucoup sur Kevin
saut, notamment en Italie, en Angleterre. Donc en fonction des départs, il faudra aussi voir comment Lens va s'organiser. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de faire rentrer de l'argent. Alors ils l'ont déjà fait avec Brice Samba, avec Kuzanov aussi. Ils sont sur le point de réaliser une très 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 belle opération. Et ensuite il faut voir comment ils vont utiliser cet argent, même si on le sait qu'une grande partie de cet argent va servir à renflouer les caisses. Il y a un joueur qui a signé à Lens, c'est Koyalipou, qui a été formé au Chamois Niortais. J'en profite pour la placer. Je crois que c'est un joueur que tu avais scouté à l'époque, Antonio. Oui, exact. Quand il était à Niort. Je m'étais intéressé à lui parce que il a des qualités, ce joueur. Et donc, je me suis dit, il faut que je regarde un petit peu près. J'avais fouiné un petit peu, j'avais essayé de voir. Je m'étais intéressé à l'humain, c'est-à-dire à l'aspect extra-sportif. Et puis ça s'était pas fait. On n'avait pas donné suite. Mais bon, c'est avec plaisir que je le revois maintenant ici en Ligue 1. Voilà, et puis il a marqué pour sa première sous le maillot, 100 et or. Une dernière petite info, comme le téléphone a sonné pendant l'émission, Fabrice, ou on attend encore un petit peu. On dit que ça se précise du côté d'Omar Marmouche, mais je suis en train de regarder encore pour bien vérifier tout ça. Mais c'est vrai que déjà le fait qu'il joue ou pas demain, ça va nous donner des indications sur sa probable arrivée à Manchester City dans les prochains jours, prochaines semaines. Fabrice, merci beaucoup. On check évidemment et on surveille le site rmcsport.fr évidemment pour toute l'actu du mercato, et on te retrouve évidemment dans tous les shows RMC, le Super Moscato Show et Rotten sans flamme, bien évidemment.